Les mouvements écologistes sont-ils trop blancs, pas assez à l'écoute des classes populaires et insuffisamment en prise avec les luttes contre les dominations de genre? Ces questions se posent en France, comme dans les autres pays occidentaux, et pourtant d'autres voix existent qui défendent une approche intersectionnelle, minoritaire, désobéissante de la défense de la nature. Alors pour porter ces voix et donner davantage à les entendre, j'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir deux femmes engagées dans cette approche plurielle. Alors Dayara Tucano, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue à Mediapart pour cet entretien. Je vous présente très rapidement, vous êtes une artiste, vous êtes également la coordinatrice de Yandé, qui est de la première radio web autochtone au Brésil. Donc vous allez nous parler. Vous êtes également membre du peuple Tucano, un peuple autochtone brésilien dont vous défendez les droits par votre militantisme. Et je salue également Fatima Ouassak. Bonjour, merci beaucoup également d'être venue à Mediapart pour cette rencontre. Vous êtes l'une des porte-paroles du Front de Mer, qui se présente comme premier syndicat de parents des quartiers populaires, qui est une association donc ancrée dans les quartiers populaires, qui militait beaucoup autour des questions de violence policière, mais pas uniquement. Et justement, nous allons en discuter pendant une quarantaine de minutes. Alors, Dayara Tucano, j'aimerais commencer avec vous, puisque vous êtes artiste, vous êtes militante. Est-ce que pour démarrer cette discussion, vous pourriez nous expliquer quelle place a la défense de la nature dans votre travail d'artiste et dans votre engagement pour les droits des peuples autochtones? Bon, pour les peuples autochtones, je dirais que pour la plupart des peuples autochtones, en tant que je connais, il n'y a pas vraiment d'éloignement de la nature, de notre existence. Donc, en tant que peuple originel, natif de la terre, notre relation avec cette terre est une relation de famille, vraiment. On est les fils de ces rivières, on est les fils des forêts, des montagnes. On a des relations intimes, spirituelles. C'est des terres qui sont à notre origine et c'est ces écosystèmes, si vous voulez dire, j'aime pas beaucoup ce mot non plus, qui vient toute notre histoire, notre identité, notre vision de monde, notre pensée. Et bien sûr que ça peut se révéler par divers langages, dont l'art, dont l'expression visuelle, les histoires, le chant, les danses, les images de comment on se sent directement en lien, en rapport avec la nature. Et c'est un terme que vous employez, la nature, ou c'est un terme qui vous paraît déjà un peu impropre par rapport à ce que vous défendez? J'en parle indirectement ou directement, je ne sais pas comment le dire, parce que pour moi, c'est le grand esprit qui se révèle en plusieurs facettes, comme des éléments de la nature. Donc on a un paysage de l'histoire de l'univers qui part par ces éléments et on en revient à eux constamment. Donc c'est les esprits des eaux, les esprits de la forêt, les esprits de la terre, qui nous racontent l'histoire de comment on est venu sur ce monde et aussi de comment marcher, comment faire notre démarche dans ce monde en cherchant un équilibre, une compréhension que tout est en constante transformation. C'est la pensée centrale de mon peuple, du peuple Tucano. On est le peuple de la transformation. Donc on ne parle que de ça en fait. On va revenir sur ces éléments parce que c'est vraiment très intéressant dans le cours de la discussion. Mais avant d'entrer plus avant dans cet échange, Fatima Ouassak, je voulais vous demander, parce que donc, le Front de Mer, donc vous êtes ce collectif de parents d'élèves dans les quartiers populaires. C'est vrai que avec le mouvement des Gilets jaunes et avec le mouvement des lycéens et des collégiens qui se sont mobilisés ces derniers mois contre différentes réformes et qui ont été confrontés à la police, on vous a entendu comme portant la parole donc de parents d'élèves pour protéger ces enfants face aux violences policières. Mais en fait, le Front de Mer a aussi toute une autre partie d'activité qui est plus en lien avec les questions d'écologie populaire. Je crois notamment autour de la question des repas bio et végétariens dans les cantines. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en introduction de cette discussion quelles sont les actions du Front de Mer qui traitent à ces sujets?
Alors, les actions du Front de mer n'étaient pas qualifiées comme étant écologistes à l'origine. En réalité, ce sont des parents qui voulaient que leurs enfants puissent avoir le choix de ne pas manger de viande à la cantine. C'est parti de là à l'origine, le Front de mer sur cette entrée écologiste. Pas de viande, pour quelle raison? Alors, pour différentes raisons, politiques, éthiques, religieuses. Il y avait ces différentes raisons-là, mais en tout cas, voilà, l'entrée, c'était bien ça, demander à ce qu'il y ait une alternative végétarienne à la cantine pour que les parents puissent choisir, savoir si leur enfant mangeait ou pas de la viande à la cantine. Donc, très précisément et très concrètement, c'est parti de là. Par rapport à cette revendication première, il y a eu une levée de bouclier qui, instantanément, surtout voilà, au niveau local, pour ne pas reconnaître à ses parents le droit de transmettre à leurs enfants leur culture, leur religion, leurs opinions politiques, etc. Ne pas reconnaître aux enfants le droit de voir leurs parents leur transmettre leur culture, leur religion, etc. Donc il y a tout de suite eu une levée de bouclier. Parce qu'il y a eu cette levée de bouclier, il y a eu une radicalisation entre guillemets, de ces revendications. C'est-à-dire qu'au départ, c'était la question de la viande à la cantine. Et puis en grattant un petit peu, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que la question de la viande. Déjà, il y avait la nature de la viande. C'est-à-dire même quand elle n'était pas halal, par exemple, pour les personnes qui revendiquaient une alternative végétarienne pour des raisons religieuses, en réalité, voilà, il y avait la question des antibiotiques, des pesticides, de l'industrie agroalimentaire qui prenait toute la place, de repas trop sucrés, trop salés, etc. Donc, des parents, donc nous parents, on a commencé à regarder de plus près ce qu'il y avait dans les assiettes de nos enfants. Et c'est à partir de ce moment-là, en réalité, que la question est devenue écologiste, c'est-à-dire que on a commencé à revendiquer, voilà, le droit pour nos enfants d'avoir une alimentation saine, de pouvoir manger des choses bonnes au goût, etc., etc. Donc c'est devenu écologiste au fur et à mesure. Et puis alors, il n'y a pas que cette question de l'alimentation en réalité, parce qu'au fur et à mesure, on a commencé à militer de fait sur d'autres questions. Par exemple sur la question des ascenseurs, où à première vue aussi, on peut avoir l'impression que ce n'est pas une question traditionnellement en France écologiste. En réalité, c'est pour nous une question maintenant éminemment écologiste et politique. C'est quoi la question des ascenseurs? Alors c'est à la base, encore une fois, sur des questions très concrètes, une femme que l'on connaît qui manque de mourir dans l'ascenseur à cause d'une défaillance. Voilà. Des défaillances auxquelles on a l'habitude dans les quartiers populaires, puisque les ascenseurs ils sont régulièrement en panne parce que les bailleurs sociaux achètent du matériel de très mauvaise qualité, et puis ce ne sont jamais que des personnes de classe populaire issues de l'immigration postcoloniale, etc. Donc on ne fait pas attention, c'est pas bien grave tout ça. Ça a été le déclic, cet incident, déclic où on s'est rendu compte qu'en fait on était assigné à résidence. Et là encore, hein, c'est pas arrivé à notre esprit, on n'a pas conscientisé les choses tout de suite comme ça, mais on s'est rendu compte qu'en fait, dans des immeubles de 18 étages, le fait de ne pas pouvoir avoir des ascenseurs en marche, en fait, au fur et à mesure, voilà, de fait, ça crée chez les familles l'appréhension de sortir parce qu'on se disait qu'on allait être coincé dans l'ascenseur. Et puis voilà, et puis alors, ajouter à ça la présence policière, parce qu'il n'y a pas que les violences policières en réalité, il y a la présence policière, le fait d'avoir des hommes surarmés au même endroit, dans le quartier, là où sont censés jouer les enfants, etc. Le trafic de drogue aussi, qu'il peut y avoir dans les quartiers populaires. Enfin, toutes ces choses-là qui faisaient que les familles sont assignées à résidence et donc peuvent plutôt pousser leurs enfants à être devant les écrans, parce qu'on milite aussi sur la question du numérique. Enfin, voilà, c'est tout ce rapport aux espaces, voilà, l'espace public, etc., sur lequel on a milité au fur et à mesure. On a raccordé un peu les questions, la question de l'alimentation, la question des ascenseurs, la question de la mobilisation de l'espace, la question des services publics, la question encore une fois du numérique. Et la question alors de la nature, pour faire un peu un raccord par rapport à ce que vous disiez, enfin la différence peut-être avec, enfin il y en a plusieurs évidemment, mais une différence centrale avec notre vécu, on va dire, notamment notre vécu discriminatoire, c'est le fait qu'on n'a pas de rapport en réalité à la nature, et que pour nous dans les quartiers populaires c'est presque un luxe en fait le rapport à la nature. C'est bon, on en reparlera tout à l'heure peut-être quand on parlera des études en ce moment sur la biodiversité, etc. Alors faisons-le tout de suite parce que ça nous permet d'entrer, c'est une excellente transition, et c'est vrai que
On se retrouve ici toutes les trois dans ce studio à un moment quand même très particulier, qui est juste après la publication du rapport de l'IPBES, qui est donc cette plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Je suis désolée de cette appellation, mais c'est la déclinaison de l'acronyme, et en gros qui est un réseau de scientifiques internationaux qui ont produit un rapport qui est une synthèse en fait la plus exhaustive possible des connaissances aujourd'hui réunies et avérées sur le niveau des dégradations et des dommages portés à la biodiversité et aux vivants en réalité sur la planète. Et c'est vrai que les enseignements sont absolument terribles puisque on lit la disparition massive d'espèces, 1 million d'espèces menacées d'extinction, donc un niveau de rapidité d'extinction d'espèces comme la planète n'en avait pas connu depuis 10 millions d'années. On lit les descriptions de destruction irréversible de sites, de mers notamment, d'océans, de pollution. Donc tout dans ce moment-là particulier de réception de ce rapport, moi, j'ai envie de vous demander à toutes les deux, et prendre la parole celle qui le souhaite en premier, finalement par rapport à ça, par rapport à ce condensé d'informations sur la destruction en cours du vivant, comment est-ce que vous réagissez à ça? Et dans le sens... Qu'est-ce que ça change à votre action, votre volonté d'action dans votre relation avec la nature? Donc, je ne sais pas qui vous commencez ou... Encore une fois, pour les peuples autochtones, c'est pas du tout neuf. L'écocide, il fait partie du génocide qui s'est mené envers nous pendant 5 siècles au moins. Et alors pourquoi génocide et écocide sont si liés? Est-ce que vous pouvez expliquer? Justement par notre relation avec la nature et parce que, de la part du Brésil, quand on parle des peuples autochtones, on pense la plupart du temps à des peuples qui viennent d'Amazonie, comme le mien. Là, mon peuple, on est au centre de l'Amazonie. Mais au Brésil, on a quand même 300 peuples et à peu près la moitié de ces 300 peuples ont déjà perdu toute leur forêt d'origine à cause de l'invasion qu'on a appelée cette soi-disant colonisation. Cependant, si on continue à être autochtone, c'est parce qu'on n'a pas été totalement colonisé. On continue à avoir une identité sur ces territoires. Et l'identité sur ces territoires, ces relations territoriales, elles dépendent aussi de cette vision, de cette relation avec ceux qui habitent dedans. Donc, c'est des cultures nous faisons une survie en relation avec cette nature, à respecter ces cycles de vie. Et c'est surtout pas nous les responsables pour cet écocide, hein, pour le meurtre de tellement d'espèces vivantes. On arrive plutôt à convivre avec toutes ces espèces d'une façon très respectueuse, parce qu'on connaît quand même les limites de ce qu'il faut ou pas consommer au bon moment pour être bien et pour qu'il ne manque rien à personne. C'est une autre façon de vivre et c'est une façon de vivre qui a été considérée, qui continue d'être considérée pas assez civilisée, hein, qui continue à être déqualifiée devant une vision de progrès économique qui est dévastateur et qui continue à ravager absolument tous nos territoires sur tous les points. Donc on fait face constamment à l'invasion des territoires autochtones pour le déforestement, pour la chasse, la pêche illégale, pour l'exploitation minière, pour l'exploitation de ce que les gens appellent des ressources naturelles, et que pour nous, ce n'est pas du tout des ressources dans ce sens-là, c'est tout simplement la nature elle-même, c'est notre monde. Et donc quand on défend notre territoire, on défend tout ce qui est ensemble. Et c'est plutôt à cause de ça, et c'est aussi dans le rapport qui a été fait. Les territoires autochtones autour du monde sont les territoires qui concentrent le plus de biodiversité à la planète. Ouais. Et c'est à cause de notre culture. Donc il faut penser différemment. Et donc pour nous, c'est pas quelque chose de neuf.
En fait, on se bat pour notre survie, pour notre existence. On a l'habitude de dire qu'on on résiste pour exister. Et on résiste ensemble avec tous ces éléments, avec tous les esprits de la nature. Et en ce moment, on est à un point critique à cause des ravages. Au Brésil, on a déjà tué 2 rivières d'une façon épouvantable à cause de la rupture de grands barrages. Barrage, hein. Oui, c'est des cas exemplaires de ce qu'il ne faut pas faire. Mais en même temps, il y a d'autres impacts qui sont considérés moins visibles, mais qui par rapport aux dynamiques globales sont aussi très importants et auront des effets pour tout le monde. Donc cette vision de nature comme ressource ou comme quelque chose qui est infini ou même des limites nationales de la politique, des frontières nationales comme des frontières politiques, elles ne s'opposent pas pour nous. Pour nous, il n'y a pas de limite aux eaux de la planète, il n'y a pas de limite aux forêts de la planète. On ne peut pas mettre des limites à la vie, à la planète. Et si on pollue, si on abîme les eaux en Amazonie, ça touche à tout le monde, au reste de la planète. Donc, c'est des visions qui sont en jeu. Et on est là pour se battre, on y met clairement notre sang, notre corps. On fait face à toute espèce de violence, tout genre de crimes contre les droits humains arrivent très souvent aux peuples autochtones. Le Brésil est le pays qui tue le plus d'autochtones au monde, le plus de militants, de défenseurs de la nature au monde. Donc on est sur le point de demander de plus en plus de visibilité et chercher des partenariats pour que ça puisse changer, pour que ça s'arrête. Et je vais... allez-y, Fatima, si vous voulez réagir. Oui, alors le rapport dont vous parliez tout à l'heure, que j'ai regardé un petit peu hier, pour moi, il est assez symptomatique de la question que vous posiez sur cette notion d'écologie en France en particulier, et pourquoi elle paraît si blanche, si bourgeoise. Je trouve que c'est un bon exemple parce que, alors dans les différents titres, dans les médias, pour parler de cette étude, il y a l'idée que où nous détruisons, nous menaçons les espèces, etc. Il y a ce on-nous qui ressemble un petit peu au on-nous qu'il y avait, je ne sais pas si vous l'avez vu, le documentaire Home de Yann Arthus Bertrand, où en fait on était tous responsables, tous les êtres humains étaient tous responsables à égalité par rapport à la catastrophe présente ou à venir. Voilà. Et dans le même temps, pour parler un petit peu d'actualité, on a Gaza par exemple, où une population est enfermée sur un territoire, où sur ce territoire ne peuvent pas entrer les engrais, les pesticides, etc. En fait, en réalité, qui sont responsables pour grande partie de la disparition, en tout cas de la menace de disparition de ces espèces. On a les fraises d'Espagne qui sont polluées, pleines de pesticides, etc., mais qui sont cueillies par des femmes marocaines qui sont violées, qui sont menacées de mort, etc. On a le chlordécone en Guadeloupe, en Martinique, où on a l'impression comme ça que c'est un problème général. Non, on a la France qui interdit le chlordécone ici en métropole, mais qui par contre l'autorise dans ces colonies et notamment à la demande des planteurs béquets descendants des esclavagistes. Donc il y a vraiment une question qui n'est pas prise en considération dans l'écologie telle qu'elle est posée en France, c'est la question des rapports de domination, des rapports de pouvoir, domination de classe, de genre et de race, et qui de fait fait que cette écologie ne peut pas être appropriée par notamment les classes populaires qui habitent dans les quartiers populaires et notamment les personnes issues de l'immigration postcoloniale. Pour parler de Bagnolet, où je vis, parce que alors moi je suis militante écologiste au niveau local. Ouais. J'ai pas de grands discours comme je disais tout à l'heure. Voilà. Moi c'est concrètement en fait que j'ai été conscientisée sur ces enjeux-là. À Bagnolet, comme j'ai commencé tout à l'heure à le dire en introduction, il n'y a pas de rapport à la nature, je veux dire à l'environnement. C'est bien tout le problème. On vit dans le béton.
Enfin, moi, j'ai grandi, j'ai toujours vécu dans une cité. Moi, le peu de nature que j'ai vu dans ma vie, c'était quand on rentrait au Bled, donc au Maroc, où là, il y avait les montagnes du Rif, etc. Je revenais ici, c'était le béton. Les espèces qu'on connaît dans les quartiers populaires, sur la petite couronne, par exemple, très gentrifiée, sont les rats. Voilà, parce que gentrification, donc beaucoup de rats. Bon, voilà, est-ce qu'on peut parler à ce moment-là de préservation de cette espèce, etc. Les cafards, enfin voilà, c'est un peu ça en fait la question des espèces telles que posées dans les quartiers populaires. En réalité, nous, notre question, enfin, on ne peut pas s'approprier cette question-là, comme je disais. La question au niveau local, dans les quartiers populaires, c'est déjà le rapport à l'espace. De déjà pouvoir circuler librement dans l'espace. On n'en est même pas à accéder à l'environnement, accéder à la nature, qui, pour nous, en France, dans les quartiers populaires, l'accès à la nature, l'accès à l'environnement, c'est un luxe. C'est vraiment un luxe, inatteignable. Le max qu'on peut avoir, le maximum qu'on puisse avoir, c'est accès à des parcs, à la nature complètement artificialisée. Je ne vais pas citer les grands parcs en France, mais voilà, c'est là où en réalité on peut de temps en temps avoir l'impression d'aller respirer. Ce sont dans ces parcs artificiels-là. Sinon, voilà, c'est pas. Donc l'enjeu, il est à un niveau en dessous en fait. On est vraiment à essayer de pouvoir circuler librement, à essayer de pouvoir sortir de nos appartements exigus et puis se détacher un petit peu des écrans devant lesquels sont nos enfants. Voilà l'enjeu pour nous. Mais en vous entendant, on comprend très bien la complexité, la difficulté de cette problématique politique, c'est-à-dire comment à la fois faire entrer en action une société, des sociétés face à la compréhension croissante de menaces croissantes et en partie irréversibles de destruction du vivant, sans pour autant oublier, euphémiser, voire complètement mépriser les questions de domination, domination raciste, domination machiste et d'autres natures que Fatima Ouassag vous commenciez à énumérer. Et si bien que Dayara Toukono, ça me donne envie de vous poser une question sur une notion que vous avez utilisée lors de vos interventions en France, où vous parlez de désobéissance épistémologique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous entendez par cette expression ? Donc, c'est une expression que je commence à construire, en fait, par rapport à nos relations de pensée par rapport au monde. L'épistémologie, bon, évidemment, ce n'est pas un mot autochtone, c'est plutôt un mot grec que j'ai eu du mal à apprendre. Ça m'a pris 2 ans pour apprendre, pour comprendre qu'est-ce qu'était l'épistémologie en tant qu'une violence envers les peuples autochtones. Parce que quand même, par rapport à toutes les violations aux droits humains, à la nature, à cet écocide qui est en train de se faire et à l'ethnocide des peuples autochtones, à la persécution de la biodiversité et de la diversité culturelle à la planète, qui vient d'une histoire coloniale, de rapports de force, de pouvoir coloniaux, comme vous le disiez. Est-ce que c'est possible de penser différemment ? Est-ce que c'est possible de réévaluer les valeurs qu'on a envers toutes ces relations ? Donc, par exemple, au Brésil, et là je reviens sur le point, au Brésil, l'un des plus grands acteurs, des plus grands violateurs envers les peuples autochtones est quand même l'agrobusiness. Le Brésil est un pays qui produit beaucoup de soja, de canne à sucre, qui vend beaucoup de viande et dans un système de production intensif et qui se permet, se libère, se légalise l'utilisation de beaucoup de toxines pour cette production. C'est du poison agrotoxique et qui arrive sur nos eaux, sur nos rivières, qu'ils nous jettent sur la tête. Ils nous jettent avec des tueurs à gages sur les territoires autochtones pour pouvoir faire ce genre de production, mais qui arrive aussi dans vos petites assiettes aux cantines, aux écoles françaises, une fois que l'Europe est le 3e plus grand importateur de ce genre de produits brésiliens. Et ça passe. Et ça passe pourquoi ? Ça passe comment ? Ici, c'est plutôt des toxines qui sont interdites. Hein.
le Brésil est le pays qui consomme le plus de poison au monde. On en boit 1 litre par an. C'est dans les haricots, dans les salades, dans le riz, dans de ce qu'il y a de plus basique. Et ça se vend parce que on a un congrès national, on a des politiciens qui font tout pour accélérer cette économie de marché et pour invisibiliser, pour cacher toutes les saloperies qui vont avec. C'est la question du développement économique qui est mise en avant, seul critère en fait mis en avant par... Oui. Et en même temps, ça s'achète ici par les mêmes raisons, parce que c'est moins cher, parce que ça va arriver dans une valeur de marché, etc., etc., etc. Et ça va quand même, ça empoisonne quand même tout le monde, pas seulement par les aliments, mais aussi par les eaux de la planète que ne respectent pas de frontières nationales. L'eau, c'est une même eau dans cette planète eau. C'est la même terre dans cette planète Terre et c'est le même air qu'on respire. Donc le problème de la pollution est un problème global. On ne peut pas mettre des limites frontalières à ces questions. Et par conséquent, les effets de cette pollution, qui sont aussi des crimes contre l'humanité, c'est carrément de l'empoisonnement, c'est un assassinat collectif, c'est un suicide collectif plutôt, ne respecte pas non plus ses frontières. Donc on peut se poser plusieurs limites de perspective à lire ce panorama de violation. Et quand on voit tout ça, quelles sont les valeurs qu'on est en train d'envisager? Et là, je pars sur le point de l'épistémologie. C'est ça, parce que désobéissance à quoi? Désobéissance épistémologique. Désobéir à quoi? Désobéir à quoi? Ouais. Qu'est-ce que c'est que la valeur pour vous? Qu'est-ce que c'est que la valeur, la richesse, la justice ou même la liberté? Qu'est-ce que c'est que la santé? Qu'est-ce qui est le droit commun à nous tous? Est-ce que ça va continuellement être défini par des logiques de marché ou est-ce que ça peut être défini par d'autres logiques qui peuvent venir d'autres cultures? Parce que carrément, là, on n'est pas seulement dans une culture ce que nous, enfin moi comme autochtone, et je vais parler seulement pour moi, ce que je comprends comme une culture coloniale est une culture qui est d'abord eurocentrée, qui est raciste, par ce racisme qui se base dans un système de production plutôt esclavagiste, car tous ces produits continuent à être produits avec du travail esclave en plus, qui continue à être misogyne, machiste aussi, et qui continue à invisibiliser, à nier l'existence de tout ce genre de conflits pour perpétuer cette richesse et ce modèle de production qu'en fin de compte est en train de violer le droit de tout le monde, qui nous atteint à tous. Donc, si par contre, je comprends que la richesse est ce qui a une vraie valeur, qu'un vrai développement va plutôt vers le respect de la nature, vers la compréhension de limites de consommation et de production et d'une clarté dans les transactions du marché, on peut faire différemment. On peut faire différemment et s'il y a une question culturelle, on n'a pas que la biodiversité, on a la diversité culturelle et on peut penser aussi, on peut faire appel à ces autres cultures qu'on insiste, que cette culture coloniale insiste à traiter comme périphérique ou n'importe quoi d'autre, comme orientale, parce que pour moi la planète elle est ronde quand même, Orient, Occident, enfin c'est n'importe quoi. C'est très situé comme découpage. Donc il faut quand même essayer d'autres mots, d'autres valeurs pour pouvoir créer évidemment d'autres relations. Si on insiste à utiliser les mêmes mots, les mêmes approches, on ne va pas en sortir. Fatima Wassak, est-ce que si on réfléchit à décoloniser l'écologie,
Est-ce que pour vous, ça passe également par opposer un système de pollution et de destruction et d'exploitation de travailleuses et travailleurs, comme Dayara Toukano le décrivait à l'instant, l'opposition à ce système de la défense de notions comme liberté, égalité, justice? Est-ce que ça c'est une manière de penser les choses qui, pour vous, résonne avec vos actions et vos réflexions avec le Front de mer? Oui, alors effectivement, en termes de valeurs, d'enjeux, d'objectifs, la question de la justice, de l'égalité, évidemment. Maintenant, alors autant j'entends évidemment les rapports que vous avez décrits, notamment les rapports sud-nord, évidemment, je les entends complètement. Je devine en fait une interpellation dans ce que vous dites au nord, aux occidentaux, aux habitants, aux habitantes qui vivent dans le nord, en leur disant mais voilà, on est nous-mêmes empoisonnés, attention, ça vous arrive, ça va vous arriver encore davantage, etc. Il faut que vous preniez conscience. Enfin, je devine une sensibilisation, on va dire, là-dessus. Je dois vous dire quand même que dans les quartiers populaires en France, dans les classes populaires en France, alors c'est pas tant la question de la conscientisation par rapport à l'empoisonnement, par rapport au rapport de pouvoir et de domination qu'il peut y avoir comme enjeu, notamment dans la question de l'alimentation, de la pollution de l'air, etc. Je dois vous dire qu'on n'a pas beaucoup de pouvoir en réalité dans les quartiers populaires, pouvoir de changer les choses en réalité. Par exemple, pour ce qui concerne l'alimentation, il faut savoir que dans les quartiers populaires, alors même pas dans les quartiers populaires, je vais prendre une ville comme Bagnolet. D'un quartier à l'autre, vous n'avez pas accès à la même alimentation. Dans un quartier, vous allez avoir accès, par exemple, aux fruits et aux légumes. Là aussi, c'est un luxe, en réalité, quand ils sont en circuit court, quand ils sont mangeables, on va dire. Dans d'autres quartiers, vous n'aurez pas grand-chose. Vous aurez une multiplication de kebabs, de grecs, c'est-à-dire de la malbouffe vraiment industrielle à un niveau incroyable. Voilà. Donc, il y a ces enjeux-là, on les connaît très bien. On a aussi comme enjeu de ne pas empoisonner nos enfants lorsqu'on va faire les courses, lorsqu'on leur achète à manger, etc. Ensuite, et c'est là où je vais en venir, la marge de manœuvre qu'on a pour changer les choses, mais elle est marginale. Tout à l'heure, j'ai commencé par dire qu'on avait lutté à Bagnolet, on avait mené une lutte, on continue d'ailleurs, pour demander une alternative végétarienne à la cantine. Et j'ai commencé par dire que la guerre nous a été déclarée. Juste pour une alternative végétarienne à la cantine. Je veux dire, c'est pas quelque chose de révolutionnaire. Mais la guerre nous a été déclarée. Pourquoi ? Parce que nous sommes minoritaires ici. Nous subissons en fait une domination sociale, raciale, pour ce qui nous concerne, sexiste aussi. Donc nous sommes minoritaires, nous n'avons pas beaucoup de pouvoir. L'enjeu pour nous, en réalité, pour pouvoir répondre aux enjeux tels que vous les présentiez tout à l'heure, c'est de gagner en pouvoir. C'est ça qui est un petit peu paradoxal par rapport à la manière dont les écologistes en France posent le problème, en disant il faut que l'homme, l'être humain, ait moins de pouvoir sur la nature, il faut qu'il soit moins prédateur, etc. Nous, en réalité, sur la question du pouvoir, c'est l'inverse. Il faut que justement on se réapproprie nos espaces, il faut qu'on puisse être présent davantage dans les espaces publics, il faut qu'on ait plus de pouvoir, plus de force, pouvoir collectif évidemment, et oui évidemment collectif, mais il faut au contraire qu'on puisse gagner du pouvoir pour pouvoir jouer dans la balance. Et donc, en fait, il nous faut lutter. Voilà, pour nous, ça passe pas tant par la conscientisation que par la lutte, que par le rapport de force. Il faut aller se battre. Parce que c'est vraiment, vraiment pas gagné. Encore une fois, y compris sur des sujets aussi voilà, c'est pas révolutionnaire de demander l'alternative végétarienne, mais je vous assure que je pourrais vous donner une liste d'organisations. Ce que je veux dire, c'est que vous avez, y compris après, j'ai pas le temps de développer, mais des organisations de gauche, y compris des organisations qui se prétendent écologistes, qui nous ont fait la guerre en réalité, en cloisonnant la question. Alors c'est pour ça que nous, on n'a pas, on n'a pas eu la possibilité d'être qualifiés d'écologistes. Non, nous, on était qualifiés de communautaristes, par exemple. Voilà, on remettait en question quelque chose, on venait, alors communautariste aussi par rapport à la question de l'islam, parce que c'est ça aussi quand vous dites, voilà, il y a la question des valeurs, la question du sacré, voilà, il se trouve qu'aujourd'hui, dans les quartiers populaires en France, il est quasiment impossible de se revendiquer musulman ou musulmane, par exemple pour demander une alternative végétarienne à la cantine. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que autant la question des coûts, la question de l'industrie agroalimentaire, etc., va être sacralisée. Tout à coup, voilà, vous allez demander une alternative végétarienne, on va vous dire c'est trop cher. C'est trop cher, et puis Sodexo n'est pas d'accord, Elior n'est pas d'accord, etc. Tout ça, ça va être vraiment de l'ordre du sacré, on ne peut pas remettre en question. Pas s'interroger. Hein. Voilà, et c'est comme une fatalité, voilà, non, c'est le pouvoir local a décidé que. Autant venir dire non, mais moi j'aimerais bien en fait transmettre
à mes enfants autre chose, ma culture, ma religion, etc., autant ça, c'est complètement disqualifié, complètement diabolisé dans l'espace public. Donc voilà, donc on en est là aujourd'hui en réalité. C'est vraiment pouvoir accéder déjà à cette parole que vous nous demandez de prendre, et ça passe par un rapport de force, ça passe par la lutte. Et c'est vraiment un défi, hein. Encore en retournant à cette histoire que la planète est ronde, parce que c'est l'Occident, c'est tellement petit, l'Occident en fin de compte. Et le reste, c'est soi-disant marginal et petit, mais c'est pas du tout. Ceux qui sont petits sont ces petits groupes qui se réservent le pouvoir et la richesse, ce genre de discours qu'on continue, qu'on essaye toujours de ne pas accepter sur nos têtes. On résiste. Ça. Et au Brésil, c'est intéressant ce que vous dites. Parce qu'au Brésil, on dit très souvent qu'il y a trop de terres pour très peu d'autochtones. Et on leur répond, il y a trop de terres pour très peu de propriétaires terriens. Il y a trop de terres pour très peu de politiciens qui se croient les propriétaires. Il n'est pas question de la propriété, c'est une question de pouvoir. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? On occupe. On occupe et on désobéit, non pas seulement civilement, on désobéit aussi parce que, on est déjà né à l'écart de tout ça. On est déjà né considérés comme des sauvages, on est déjà né considérés comme des terroristes, on est déjà né considérés comme des marginaux. Donc, on occupe. Et on reprend les territoires qui nous sont de droit, et non pas seulement les territoires physiques, dans le sens d'occuper, par exemple, là je pense en portugais, je m'excuse, il faut la fazenda, de reprendre une ferme, par exemple. Et de l'occuper carrément, de dégager les gens qui sont là, parce que quand même c'est des gens qui ont reçu cette ferme à un certain moment, parce que l'État brésilien a considéré que cette ferme ne nous appartenait pas, parce qu'en fait on n'a jamais eu droit à la propriété privée, comme en tant qu'autochtone. L'histoire de la colonisation, en tout terme, c'est de nous nier l'humanité et de dire qu'on a droit à rien. Qu'on n'a même pas droit à notre identité, à notre culture, à pratiquer nos religions, notre vision du monde. On a droit à rien. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? On les contredit. On en fait autrement. On la pratique quand même et on réoccupe nos territoires et on leur dit, écoutez, tant pis pour vous. Et on le fait quand même. Et c'est une bataille qu'on fait sur plusieurs points, et que je voulais vraiment partager avec vous, parce que c'est une chose qui m'a beaucoup surpris en Europe. C'est vraiment ce défi continuel entre les gens qui se considèrent plus européens que d'autres. Parce que moi, j'ai habité un petit peu en France. Pour moi, c'est tout le monde est français. S'il y a une partie de sa famille qui vient d'Afrique ou d'Asie ou de n'importe où, mais ils sont quand même en France, c'est des Français, c'est des Européens aussi. Mais pourtant, cette vision coloniale les met tout le temps à l'écart. Et c'est le cas d'un racisme véritable. Moi, j'ai vécu ça aussi quand j'étais adolescente ou même à l'université. C'est le racisme et la xénophobie continuelle. Mais pourtant, toute la richesse qui est ici vient de chez nous. Pourquoi est-ce que c'est pas valorisé ? C'est pas valorisé aux écoles. Il y a un discours historique qui continue à parler d'une découverte, d'une colonisation, d'un modèle économique qui est censé continuer à être comme ça, parce que c'est de l'intérêt de ce petit groupe de gens de continuer à nous défoncer tout le temps. Et je pense que si on est très fort pour changer ces systèmes, on est très fort même dans les petits quartiers, même dans les conseils de classe, pour demander que ça change de tous les côtés, principalement par le biais de l'éducation. Donc, quand on dit à propos de la décoloniser, on dit tout le temps, on me demande tout le temps, est-ce que vous faites là, c'est la pensée décoloniale ? Non, pas du tout. Qui décolonise, c'est quand même celui qui a colonisé d'abord. C'est à lui de décoloniser.
Moi, si je considère que j'essaye jusqu'à un certain point de ne pas me coloniser, moi je contre-colonise. Je réaffirme mon identité, je réaffirme mes espaces et je pense qu'il faut qu'on dialogue ensemble à travailler, à construire quelque chose de neuf. Il faut apprendre l'histoire du monde différemment aux enfants pour que quand même la société commence à valoriser la diversité. C'est ça l'égalité. Respecter la diversité. Et on ne peut pas se mettre à la limite de faire un discours à propos de la biodiversité et dire « Ah, il y a les éléphants qui sont en train de mourir » ou « Bientôt, il n'y aura plus de girafes ». Mais il faut qu'il y ait une diversité culturelle dont les peuples autochtones, dont tous les peuples à la planète, pour qu'on apprenne, en fin de compte, qu'est-ce que c'est qu'habiter ensemble là-dedans. Et je pense qu'il y a beaucoup de dialogues, il y a vraiment un grand réseau à être travaillé sur ce sujet et qui passe par des stratégies éducationnelles, par des stratégies politiques et aussi par des stratégies de résistance sur place à plusieurs niveaux. On arrive là à la fin de la discussion, mais Fatima Ouassak, pour terminer peut-être avec vous, cette notion de diversité mise en avant par Dayara Tucano, il n'y a pas que la biodiversité, en fait il y a les diversités, y compris voilà, entre peuple, culture et être humain. Est-ce que c'est une notion qui vous parle et peut être compatible avec votre approche politique militante d'écologie populaire? Alors, le terme diversité, effectivement, alors c'est pas un terme que je mobilise a priori, parce qu'en France, c'est un terme qui est plutôt dévoyé. C'est-à-dire que pour ne pas parler d'égalité, on va avoir tendance à parler de diversité. Souvent, très concrètement, ça permet de décorer les photos médiatiques, politiques, etc., de quelques Noirs et de quelques Arabes. Voilà, c'est ça, la diversité en France, on va dire version mainstream. Donc moi, je préfère cette notion d'égalité. Pour ce qui concerne les identités diverses, parce que quand vous disiez, mais c'est pas normal en France, on est tous français, etc., mais voilà, comme s'il s'agissait d'un accident. Alors, il ne s'agit pas d'un accident. En fait, il s'est passé un truc qui s'appelle la colonisation. Oui. Et donc, les personnes non blanches qui vivent en France descendent de cette histoire de colonisation. D'ailleurs, les personnes blanches descendent également de cette histoire de colonisation. Donc il y a cette histoire qui structure en réalité les rapports de domination aujourd'hui. Donc il ne s'agit absolument pas d'une incompréhension ou d'un accident, etc. Si on en est là aujourd'hui, on est bien aujourd'hui le produit de cette histoire. D'où l'intérêt de poser la question de l'égalité. Alors, pour ce qui concerne l'articulation avec la notion d'identité, alors moi je suis plutôt favorable à la question des identités, mais je crois que vous l'avez dit, de résistance. Dans quelle mesure on peut nous mobiliser des identités pour résister à une oppression, voilà, puisque l'objectif pour moi c'est la libération. Voilà. Mais c'est pas tant l'identité en tant que telle. Pour ce qui me concerne, par exemple, je suis de nationalité française, descendante de l'immigration africaine, nord-africaine, marocaine, rifène. Je parle la langue amazigh. Mon peuple a été arabisé, entre guillemets. Donc voilà, les identités sont tellement diverses, elles peuvent d'ailleurs être en conflit les unes avec les autres, que pour moi, en fait, il ne s'agit pas tant de revendiquer des identités, voilà, qui sont encore une fois diverses, non figées. Moi, je considère qu'elles ne sont pas définitives. Je parle le français d'ailleurs, c'est un peu la langue du colon, donc il n'y a rien de figé, il n'y a rien de définitif. Par contre, c'est dans quelle mesure on peut mobiliser ces identités pour résister en fait dans un pays, mais je crois que vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, dans un pays quand même qui a tendance à vouloir assimiler. Bon gré mal gré, de force. D'ailleurs, sur l'alimentation, c'est assez flagrant. Enfin, moi, je m'en suis rendu compte vraiment en militant sur la question de l'alimentation, à quel point vraiment les Français blancs vous voulez absolument qu'on mange français, qu'on mange terroir. C'est-à-dire, et vraiment, je pense que c'est inédit dans le monde entier, cette volonté de faire manger du français. C'est-à-dire que c'est pour ça que tout à l'heure je disais, moi j'ai vu des organisations de gauche, plutôt voilà, avec une petite tendance végétarienne, on va dire, mais vraiment se battre pour que les gens comme moi mangions de la viande. Tout à coup, il y avait un enjeu à ce que, voilà, tu es français, tu es française, il faut que tu manges de la viande. Il faut que tu sois républicaine. Enfin, il y a tout un enjeu comme ça. Donc, voilà, c'est un peu le contexte politique en France. Voilà, sur la question de l'assimilation, c'est quand même très dur. Donc, les résistances, elles sont difficiles aussi. La notion de communautaire est compliquée ici. Créer du collectif, c'est compliqué. Tout est fait, en réalité, pour isoler.
Quand je disais que dans les quartiers populaires, déjà pouvoir créer du lien social dans l'espace public, c'est déjà énorme en fait. Vu que tout est fait pour qu'on reste à la maison, encore une fois, qu'on reste devant les écrans, qu'on ne sorte pas de nos appartements, qu'il n'y ait pas d'agora dans les quartiers. Donc vraiment, c'est un enjeu énorme en fait de pouvoir se rassembler, de pouvoir créer du politique, de créer de la parole collective, etc. Donc je pense que vraiment ça, c'est un enjeu peut-être beaucoup plus que cet enjeu de diversité. Ok, on va devoir s'arrêter là toutes les deux parce que voilà, le temps passe et on sent bien que c'est un début en fait de discussion potentielle et que ça ouvre, moi je trouve des pistes qui montrent à la fois la complexité de la situation, la complexité aussi à donc décoloniser cette fameuse écologie puisque les situations en fait des personnes et des peuples sont très différentes d'un endroit à l'autre et en même temps c'est vrai que à une époque de grande mondialisation culturelle, enfin, de mondialité, disait quand il était vivant Édouard Glissant, on sait aussi à quel point les exemples et les expériences et les vécus de peuples, de luttes, de cultures loin de chez soi sont aussi de fortes sources d'inspiration. C'est pour ça que voilà, il m'a paru quand même tout à fait intéressant de pouvoir vous réunir ensemble avec vos paroles à toutes les deux qui sont situées chacune dans des territoires particuliers. Donc je vous remercie vraiment beaucoup de vous être prêtés à cet exercice. Est-ce que je peux juste dire un mot, comment parler des luttes et puis de comment on pouvait lutter ensemble? Il se trouve qu'en ce moment en France, je pense qu'il y a quelque chose d'assez inédit, d'assez intéressant. C'est en fait des militants et des militantes d'espaces de lutte qui n'ont jamais travaillé ensemble. Typiquement, les luttes de l'immigration et des quartiers populaires, les luttes écologistes, les luttes sociales, on va dire, et comment ces militants et ces militantes se sont retrouvés à devoir travailler ensemble à cause de la répression policière féroce qui s'est abattue sur tout le monde depuis déjà plusieurs années, en particulier depuis plusieurs mois. Dans quelle mesure des militants écologistes travaillent avec des militants antiracistes, militants des quartiers populaires. Et je le dis parce qu'il y a un front qui est en train de s'organiser entre ces différents militants. Il va y avoir un premier temps là au mois de mai, mais il y a d'autres temps qui sont prévus entre Sortir du nucléaire, la Confédération paysanne, le comité Adama, le Front de mer, etc. Enfin, différentes organisations. Et c'est vraiment un travail partenarial là, pour le coup complètement inédit. Je pense que là-dessus, il y a vraiment quelque chose d'intéressant en fait à poser dans une perspective écologiste. Qu'est-ce qui peut nous rassembler? Et encore une fois, je le dis, mais c'est important. Je pense que vraiment c'est la lutte, quoi. La lutte en essayant de réintégrer systématiquement dans dans nos analyses la question des rapports de domination. Bon merci beaucoup, merci encore à toutes les deux, merci à celles et à ceux qui nous ont suivis et à bientôt sur Mediapart.